Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat consacré au récent développement de l'actualité dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ambitionnent de lancer une nouvelle dynamique de coopération, l'Alliance des États du Sahel. Une nouvelle organisation qui émergerait des cendres du G5 Sahel. Le G5 Sahel d'ailleurs, dont le Tchad et la Mauritanie ont ouvert la porte à une dissolution future. L'Alliance des États du Sahel, enjeux et perspectives. On fait le décryptage avec nos invités du jour. Monsieur Moussa Oulé Traoré, vous êtes journaliste et correspondant pour Média Guinée au Mali. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci d'être sur le plateau. Et avec nous aujourd'hui, Monsieur Serge Patrick de Souza, consultant politique. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est toujours partagé, Monsieur Soumarou. Alors, messieurs, on parle du Sahel. Il y a eu beaucoup de développements ces derniers jours. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont rencontrés récemment à Bamako pour évoquer les aspects opérationnels de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. On va suivre d'abord cet élément de notre équipe technique et on revient sur le plateau. Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, les ministres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES et guidés par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommandent aux chefs d'État la création d'une confédération des 3 États. Alors, monsieur, c'est clair, on vient d'entendre la création d'une confédération des 3 États, Mali, Niger, Burkina. Comment vous appréciez ces nouveaux développements ? Si on essaie d'analyser la mise en place de cette alliance qui fait beaucoup débat aujourd'hui au Mali, à Bamako, c'est une aspiration du peuple malien, il faut le dire, parce que c'est un peuple aujourd'hui qui aspire à un grand changement, donc de ne plus être un peuple soumis aux ordres de l'impérialisme, ça c'est évident. Donc aujourd'hui, ici, vous regardez les militaires qui sont venus au pouvoir, bon, même si quelque part ils ont dû faire le coup d'État pour venir au pouvoir, mais aujourd'hui ils ont une certaine légitimité du peuple qui les accompagne, surtout au Mali que je maîtrise très bien. Mais la mise en place de cette alliance, moi je dirais plutôt, parce que j'ai l'habitude de dire sur le plateau que l'amitié entre les pauvres n'a grave que la pitié. Donc on voit l'alliance entre 3 pays continentaux qui ont besoin d'un accès à la mer pour pouvoir acheminer certaines choses. Maintenant, ils ont mis cette alliance parce que le Mali n'est pas sa première tentative d'union sur l'échelle africaine, parce que depuis les années 60, le Mali a tenté avec Modibo Keïta pour la mise en place de l'Union africaine, ça n'a pas marché. Et le Mali... la Fédération du Mali avec le Sénégal aussi, ça n'a pas marché. Et l'Union Mali-Guinée-Ghana aussi, ça n'a pas marché. Bon, moi, je dirais plutôt quand même la mise en place de cette alliance. Et le financement aussi pose beaucoup de problèmes chez moi, puisque quand vous regardez l'architecture même de cette alliance, le Burkina, le Niger et le Mali, maintenant, on va se demander, étant un analyste, qui peut financer maintenant cette alliance et d'où proviendrait aussi le financement de cette alliance. Donc c'est pour vous dire que la mise en place de cette alliance, certains disent même que c'est une alliance d'économie, c'est une alliance de développement, et c'est une alliance aussi, moi j'appelle quand même c'est une alliance des circonstances, puisque ce sont des circonstances qui ont fait de telle sorte que les 3 pays aussi se sont réunis pour essayer de mettre en place une alliance. Donc maintenant, la durée de cette alliance, peut-être c'est une question de temps, mais je dirais quand même que le Mali aujourd'hui est un pion pour la mise en place de cette alliance. Mais si Assimi Goïta
qui est le président de la transition au Mali, le chef de l'État du Mali, est aujourd'hui soutenu par la majorité du peuple malien maintenant pour ses idées, pour ses initiatives, mais tel n'est pas le cas aussi au Burkina et au Niger. Donc maintenant, la durée de cette alliance dépend de la vie politique de chaque pays. Donc si vous regardez quand même la configuration ou bien l'architecture de cette alliance, quand même j'en doute fort pour la durée. Alors vous vous en doutez, est-ce que vous partagez ce point de vue? Parce qu'on voit déjà une certaine... c'est vrai qu'on va parler de l'aspect économique et politique, mais on a vu déjà quelques signes de convergence, une certaine solidarité entre ces États face aux menaces des sanctions sous-régionales. Monsieur Soumaro, je suis plutôt optimiste parce que vous voyez, on est dans une dynamique de destin commun. Le G5 Sahel a existé parce qu'il y avait un problème commun entre 5 États. Aujourd'hui, on se rend compte que le Mali progresse énormément. Après 10 ans, le Mali a repris Kidal. Sans le soutien du G5 Sahel, sans le soutien de la force française. Mais si vous suivez bien, c'est après que cette alliance soit créée et que le premier pas, c'est de dire qu'on se soutient militairement. Même si après, officiellement, on ne dit pas que les soldats guinéens ou burkinabés étaient en première ligne, mais il y a eu quand même une sorte de coopération militaire dans l'opérationnalisation des différentes opérations qui devaient être menées sur le terrain. Donc moi, je reste optimiste. Vous voyez, le principe de tout développement économique dépend de deux choses. C'est deux choses stratégiques. Il y a le territoire. Aujourd'hui, cette zone-là, cette alliance que les différents ministres des Affaires étrangères ont proposé qu'il y ait une confédération, parce que au-delà de cette confédération, l'aspiration des populations dans cette zone, c'est de créer une fédération. Cet espace fait quand même 2 millions d'espace, c'est-à-dire 2 millions en termes de kilomètres carrés. On a 70 millions de consommateurs. Je ne pense pas que pour trouver les moyens, il y aura des problèmes. Parce que le Mali, en 2022, était le deuxième pays producteur d'or. C'est énorme. Et donc, moi, je reste plutôt optimiste parce que les populations attendent des résultats. Et que ces résultats aient un impact sur leur vécu. Ce n'est plus une affaire de militaire. Parce que, souvenez-vous, l'histoire est quand même intéressante. Nos pères, Senghor, Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah, ont tenté une fédération, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, là où cette génération est arrivée, c'est encore plus loin que nos pères même de la démocratie, nos pères de l'indépendance ont échoué. Donc je me dis que nous, en tant qu'analystes, je ne pose pas tout de suite la question économique parce que cette alliance ne vient pas imposer des restrictions de coopération économique des différents États. Chaque État est autonome et chaque État vit comme l'État peut vivre. Mais dans cet espace, il y a quand même une ouverture sur l'eau. Il y a la capacité de la production agricole sur cet espace-là. Il y a la capacité de la production minière sur cet espace-là. Donc je pense que c'est une aubaine pour le Mali, pour le Burkina et la Guinée. L'Europe a compris en créant l'UE. Mais parce qu'il y a eu l'Union soviétique, quand on parle d'Union soviétique. Mais c'est cet ensemble-là. Vous venez d'évoquer le cas de la Guinée. Oui. Mais dans le document qu'on vient de voir, il s'agit des pays du Niger, du Burkina et du Mali. Et il n'y a aucun pays qui est ouvert encore sur l'espace maritime. Vous voyez, j'ai évoqué la question de la Guinée parce que si vous vous souvenez très bien, lorsque le Mali était sous leurs contraintes, après que Assimi Goïta soit arrivé au pouvoir, mais la Guinée a dit que moi je donne l'ouverture de mon port. Non, c'est une question de redevabilité. Non, je viens. Moi je suis guinéen et je connais, j'assume. Mais c'est existé. C'est pour vous dire que. Oui, non, c'est pour vous dire que. Oui, ça existé. Ça veut dire que ce principe-là. N'importe quel Guinéen qui serait président de la Guinée ne peut pas fermer la porte au Mali. D'abord, la Guinée partage 600 km de frontière avec le Mali. Maintenant, 80% des Guinéens ont leur origine ancestrale au Mali. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, c'est pour vous dire aussi que quand il y a eu l'agression 70 en Guinée, donc au temps de Sékou Touré, le Mali fut le premier pays. La première déclaration a été faite par Moussa Traoré que le Mali a été attaqué en sa partie guinéenne. Ça, c'est la déclaration qui a marqué d'abord l'histoire et la Guinée. Et deuxièmement, quand il y a eu Ebola, tout le monde a fermé ses frontières, dont la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, seul le Mali, dit Beka à l'époque, qui n'a pas fermé
ses frontières. Donc la Guinée a appliqué un principe d'irréductibilité. Donc le Mali est sous embargo. La Guinée ne pouvant pas fermer ses frontières avec le Mali. Non, quand même, s'il s'agit de fermer les frontières entre le Mali et la Guinée, ça ne va jamais exister, puisque si vous regardez les deux peuples, ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes histoires, ce sont les mêmes écritures. Maintenant, ce que moi je voudrais dire par là, avant l'alliance des États du Sahel, maintenant il faut regarder d'abord, il y avait une rumeur qui circulait, la création d'une autre confédération entre le Mali, Burkina et la Guinée. Donc à l'époque, les trois ministres des Affaires étrangères, dont Moussanda de la Guinée, se sont réunis au Burkina Faso. Il y a eu une déclaration qui a fuité. Mais après, il y a eu beaucoup de déclarations de la part du peuple guinéen qui n'était pas d'accord du tout avec une confédération avec qui que ce soit. Donc l'État guinéen a reculé. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous regardez dans l'architecture de cette alliance, malgré ce sont des pays qui sont dirigés par les militaires, mais la Guinée a fait un petit recul. C'est pour ne pas être peut-être en contradiction avec l'avis du peuple. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, peut-être si le Mali, c'est ce que je disais, si Assimi Goïta politiquement dirige le pays, est à l'aise avec le peuple malien, parce qu'il a aujourd'hui 90% du soutien du peuple malien, mais tel n'est pas le cas en Guinée. Maintenant, Doumbouya se trouve aujourd'hui dans une situation, dans une posture qui est un peu plus difficile, et il est en contradiction avec le peuple, avec les grands partis, et en contradiction aussi avec les médias. Donc aujourd'hui, Doumbouya se trouve aujourd'hui dans une situation qui ne peut pas le permettre aussi d'accompagner une telle initiative. C'est pour vous dire que cette alliance maintenant ne peut aboutir que maintenant d'avoir un pays qui a accès à la mer. Justement, c'était là l'une de mes questions, parce qu'on a vu l'article 11, la fameuse charte Liptako-Gourma, la zone des trois frontières, qui a porté sur ses fonds baptismaux la création de cette alliance. L'article 11 ouvre la voie à de nouvelles adhésions d'autres pays, culturellement, idéologiquement, qui partagent la vision de ces trois autres pays. Et on se demandait pourquoi est-ce que la Guinée ne faisait pas partie dès le départ de cette alliance. Vous venez de donner quelques éléments de réponse. Mais quand on vient sur le volet économique maintenant, ils nous disent que ces trois États veulent fonctionner sur financement propre. Quand on regarde l'Union africaine, quand on regarde la CEDEAO, qui sont tributaires d'un grand financement extérieur. Ces États, sur quoi ces trois États comptent? Vous parlez tout à l'heure de l'or, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que le Mali ne fonctionne pas sous fonds propres pour financer ses projets d'infrastructure, pour payer ses fonctionnaires? Est-ce que le Niger ne fonctionne pas sur fonds propres pour financer ses projets, pour payer ses fonctionnaires? Est-ce que le Burkina ne fonctionne pas sur fonds propres? Est-ce que c'est pas... Ne confondons pas les choses. Il y a l'UEMOA qui a une sorte d'association. Je vais dire ça pour qu'on puisse comprendre. Et puis, il y a une sorte de fédération, confédération, qui vient là sous une autre forme juridique. Mais cette fois, qui demande une certaine implication par rapport à un destin commun de trois États. Mais on n'est pas encore arrivé au stade de on sera indépendant. Mais je vais dire que le Mali fonctionne seul. Le Burkina fonctionne seul, le Niger fonctionne seul. Kidal a été pris, mais qui est allé au front, qui a acheté les armes, qui a financé l'offensive? Mais c'est le gouvernement malien. Je veux dire que le problème économique ne se pose pas comme il devait se poser si on parlait de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, c'est une sorte de coopération, c'est tout. Mais là, il s'agit de trois peuples qui décident de fonctionner comme s'ils étaient dans la même maison. Ils partageaient la même réalité et ils partagent les mêmes règles, les mêmes conditions de vie. Voici la réalité qui est là. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais je vais dire, c'est comme si on s'interrogeait pour dire, mais les États-Unis ne fonctionnent pas comme l'Union européenne. C'est pas la même chose. La France est autonome, mais aux États-Unis, c'est un État fédéral. C'est une fédération et il y a un gouvernement central. Mais c'est un État fédéral. Et tel que les États-Unis fonctionnent, c'est pas comme ça que l'Union fonctionne. Donc, quand vous voyez le fonctionnement des États-Unis, mais c'est vers là que cette alliance va. En fait, c'est ça. Mais pour y arriver, quand on parle de cette indépendance économique, il y a aussi l'indépendance monétaire. C'est vrai que ces trois pays veulent être indépendants, mais ils sont liés par le CFA et liés par la France. Est-ce que cette situation peut amener un bras de fer pour aller jusqu'à la création de leur propre monnaie? Oui, ce qui manque d'abord à beaucoup de personnes, à beaucoup de journalistes, c'est un peu, il faut
essayer de faire un tour dans les 3 pays qui venaient de signer cette alliance. Un de deux, il faut regarder d'abord l'aspect politique aussi de ces 3 pays. Est-ce que le Niger a les militaires qui sont au pouvoir au Niger, le gouvernement de la transition, a l'adhésion totale, ou voire même l'adhésion de la majorité du peuple nigérien? Point d'interrogation. Et le Burkina aussi, la même chose. Vous savez, la façon dont le Mali gère, la question de la démocratie, nous tous, nous avons suivi que nos politiciens, nos politiques ont échoué au Mali. C'est pourquoi nous ne pouvons que soutenir les militaires qui sont venus nous montrer. Parce qu'il faut regarder, tôt ou tard, on savait très bien que, selon les historiens, l'Afrique allait se réveiller enfin. Puisque souvent, il y a cette analyse qui disait que lorsqu'une personne reconnaît qu'il est contraire à sa logique d'homme, d'obéir, aucune force tyrannique ne peut la servir. Ça, c'est évident. Attends, je laisse terminer. Mais ce qui est évident, c'est l'accompagnement. Aucune politique maintenant ne peut prospérer dans un pays tant qu'il n'y a pas l'accompagnement du peuple. Ça, c'est sûr. Donc, au Mali, on a vu aujourd'hui que toute politique maintenant qui est proposée, maintenant initiée par le gouvernement aujourd'hui, par Assimi et son gouvernement, maintenant vous verrez que cette politique-là va passer parce que, pourquoi la population pense et croit à 100% maintenant la politique d'Assimi Goïta qui a libéré maintenant Kidal. Mais les 2 autres pays, le Burkina et le Niger, parce que jusqu'à présent, il y a des biscuits, parce qu'on entend les rumeurs de coup d'État au Burkina Faso et au Niger. Jusqu'à présent, maintenant, c'est pour vous dire que aujourd'hui, solidement, un seul pays qui est assis solidement, c'est le Mali. Puisque aujourd'hui, même une seule personne, un militaire ne peut oser faire un coup d'État à Assimi, puisque il faudra marcher sur les Maliens, sur le corps des Maliens, pour pouvoir maintenant renverser Assimi Goïta. Il est solidement, il est populairement soutenu par le peuple. Maintenant, cette question de monnaie, unique entre les 3 pays. Maintenant, vous savez, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que quand vous regardez l'économie de ces 3 pays, les PIB de ces 3 pays, maintenant on va se rendre compte qu'ils ont encore du chemin à faire pour pouvoir créer une monnaie pour ne pas que le pays tombe facilement comme la Guinée l'a fait en 1963. Donc qui a unilatéralement proclamé son indépendance en 1958, mais qui a créé sa propre monnaie en 1968. Et par la suite, la France a envoyé beaucoup de faux billets pour essayer de dévaloriser la monnaie guinéenne. Donc maintenant, aujourd'hui, le Mali, sachant que la France n'a pas pardonné maintenant ce bras de fer entre d'abord le pays colonisateur et le Mali. Mais maintenant, là, si le Mali s'hasardait à créer sa monnaie, maintenant là, est-ce que ça ne serait pas le cas de la Guinée des années 63? Maintenant, on va encore essayer de fabriquer beaucoup de faux billets, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que beaucoup de politiciens, des exils politiques, maintenant sont là, ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que maintenant, la France peut travailler avec ses politiciens pour essayer maintenant d'étouffer l'économie malienne, parce que ça, c'est très important. Et le Mali est en train de toutes ces questions. Oui, je vais vous dire une chose. Vous voyez, il y a eu le cas des gilets jaunes en France. Emmanuel Macron a renouvelé son mandat. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas l'unanimité des 100% de la population que l'acte politique qu'il pose va échouer. Lorsque on a annoncé le retrait du Burkina et du Niger, du G5 Sahel, il y a eu quelle mobilisation, quelle contestation dans les différents pays? On ne voit pas. Nous ne sommes pas à l'époque de 1960-1957. Les technologies de gouvernance ont évolué, les intellectuels africains ont évolué. Le Mali, Assimi Goïta, dans ses débuts-là, mais il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat contre lui. Aujourd'hui, toi-même tu dis qu'il est bien assis, mais c'est tout un processus. On ne peut pas faire des révolutions sans un élément catalyseur qui va tirer. L'Afrique, cette partie de l'Afrique est en train de se mettre dans un système d'éducation, dans une nouvelle force de dynamisme qui va permettre à ce que le système de gouvernance là-bas puisse changer. Voilà. Donc, moi, j'estime que au-delà de tout ce qui a été dit contre le Burkina, contre le Mali, mais il y a des réformes politiques qui sont prises. Il n'y a pas de contestation.
Le Burkina a dit qu'à partir d'aujourd'hui, la langue française, là, ce n'est plus la langue nationale et que c'est seulement une langue de travail, comme l'anglais. Ça ne veut rien dire. Non, je viens, mais c'est une réforme culturelle. C'est important. Parce que le premier pas d'une sorte d'indépendance, c'est l'élément culturel. Quand tu parles la langue de quelqu'un, il y a une domination de cette personne-là. À partir du moment où tu décides de ne plus parler la langue de cette personne-là, c'est qu'il y a une rupture nette. Mais personne n'a réagi. Mais tout simplement parce que ces types de réformes-là sont pris en compte. Maintenant, quel est le besoin des populations dans ces zones-là? Mais au Niger, au Burkina, au Mali, mais l'élément commun, c'est le terrorisme. Si les populations se rendent compte qu'effectivement, il y a une évolution sur ce chantier-là, mais pourquoi les populations ne vont pas espérer que sur le domaine du développement, ils puissent avoir de l'évolution? Parce que la maîtrise de l'intégrité territoriale est le premier pas pour toute politique de développement. Et je pense que cela n'a pas été fait jusqu'à présent. Non, mais c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Alors, messieurs, dans ce processus, nous parlons de cette nouvelle tendance à aller de cette alliance, on va dire, de fait militaire vers une alliance économique. Est-ce que vous pensez que ces réformes, ces dispositions permettent aujourd'hui à l'alliance des États du Sahel d'aller vers une nouvelle dynamique économique, une coopération dynamique plus renforcée entre ces États? C'est clair. Moi, je suis carrément optimiste parce que c'est tout un processus. La coopération, même les BRICS, avant de se constituer, ne se sont pas constitués du jour au lendemain. Il faut quand même qu'il y ait une sorte de conformité, d'alignement entre un certain nombre de structurations économiques, même sociales. Vous voyez la difficulté avec les partenariats européens. Quand il y a une sorte de partenariat qui doit se faire, les contraintes culturelles viennent s'imposer aux différents États. Mais cette fois-ci, ce qui se passe là, on a 3 États africains qui partagent les trois États partagent les mêmes frontières. Ces 3 États partagent la même réalité historique. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, qui t'a dit, est-ce qu'ils vont créer la monnaie ou pas? C'est une question de volonté politique. On ne peut pas empêcher quelqu'un de créer sa monnaie. Maintenant, est-ce que sa monnaie-là, ça va bien fonctionner? Point d'interrogation. Mais j'estime que pour un territoire comme ce qui est en train de se faire là, avec 70 millions de consommateurs, il y a la Chine qui a la recherche de marché. Il y a l'Émirat arabe unis qui a besoin de marché. Il y a l'Inde qui a besoin de marché. Il y a des États qui veulent se construire. La Suisse est le premier pays qui achète de l'or dans l'espace UEMOA. Mais quand on dit premier pays dans l'espace UEMOA, ça veut dire que la Chine fait partie des meilleurs clients du Mali. Mais il y a aussi de l'or au Niger, il y a aussi de l'or au Burkina. Donc c'est comment trouver une politique idéale, adéquate, de sorte à ce que, je vais dire, la mise en place de cette nouvelle dynamique économique puisse fonctionner. Mais je dis la première condition, c'est que ces différents États-là puissent recouvrir leur identité territoriale. Et je pense qu'avec le fait que Kidal soit libéré, c'est un message fort qui est lancé. Parce que après Gao, c'est Kidal qui a libéré sans le G5 Sahel et sans la force française. Ça, c'est un message fort qu'il faut retenir. Alors, je me tourne vers vous, ça sera pratiquement la dernière intervention de cette émission. Oui, pratiquement, sur le plan économique, vous savez, souvent on se rappelle très bien, la CEDEAO aussi avait été comme ça, et puis jusqu'à ce qu'on a même un passeport CEDEAO, quand vous avez un passeport. Non. Mais c'est là, vous savez, les libres d'échange entre les États, souvent c'est sur le papier. Et c'est entre les murs, donc entre les autorités, la population. Moi-même, j'ai été victime quand je venais en Côte d'Ivoire et j'ai bien fait. J'ai dit je vais emprunter un bus pour venir en Côte d'Ivoire pour voir l'état des routes. Et j'ai vu des choses à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et entre le Mali et la Guinée, et entre maintenant beaucoup d'autres États, parce que la population souffre. Donc cela veut dire que si on nous dit aujourd'hui, économiquement, l'alliance des États du Sahel aussi allait être la même chose, et on a vu par le passé avec la CEDEAO, moi-même j'en doute très fort. J'en doute très fort. Mais ça, c'est mon aspiration. C'est une aspiration ardente parce que je suis panafricaniste de l'âme, parce que je suis fils. Des initiatives. Je suis l'un des héritiers de Sékou Touré, donc je suis sécuriste. En plus. Mais ça, c'est obligatoire. Mais vous savez, nos dirigeants, souvent, aujourd'hui, le Mali, c'est Assimi. Qu'on ne veuille ou pas. Parce que c'est quelqu'un qui est venu, maintenant, qui a donné une nouvelle incarnation maintenant à la nouvelle génération. Et c'est pourquoi le peuple, la nouvelle génération le suit. Mais peut-être après Assimi, sur le plan juridique, maintenant,
Après, si on organise les élections, Assimi n'est pas venu. La politique qui a été maintenant mise en place, la réfondation qui a été faite par les autorités de la transition, si ça n'a pas été suivi à la lettre, ça serait maintenant voué à l'échec. C'est ça le mal de la démocratie. Je voudrais même dire à M. Soumao de pouvoir initier aussi un débat sur la question de la démocratie, parce que j'estime que la démocratie est mal appréciée sous nos cieux ici. Ce que veut dire la démocratie, c'est mal apprécié. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a énormément d'échecs dans les histoires d'alternatives en différents gouvernants au niveau des États africains. La démocratie à la Michael Moore. C'est une invitation à laquelle on tentera de répondre très bientôt. Parler de démocratie. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos contributions et vos analyses. L'État, l'Alliance des États du Sahel, de cette alliance d'espace, est-ce que nous allons maintenant vers une alliance économique? C'était le thème de cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Mesdames et messieurs, agréable suite au programme sur nos antennes et à très bientôt.